Bonjour et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30. Écologie, l'angle mort des médias. Une émission préparée par Jeanne Delecroix, réalisée par Grégory Wallon, à la technique Nicolas Leroulet. Nos derniers invités du jour ont fait une découverte assez impressionnante dans l'espace. L'astronome, le docteur Randall Mindy, et la doctorante mademoiselle Kate Dibiaski sont parmi nous. Soyez les bienvenus. Dites-nous ce que vous avez découvert. Eh bien, j'étais en train d'observer des explosions d'étoiles. J'ai vu quelque chose que je n'ai pas reconnu tout de suite. C'était une comète. Une très grosse. Elle se dirige droit vers la Terre. Et elle va sans doute la percuter. Je trouve ça passionnant. Une explosion d'étoiles. Je ne savais pas qu'elles explosaient. Alors, la comète, on parle de quelle taille? Elle pourrait détruire une maison? C'est une possibilité? Eh bien, la comète Dibiaski, ce sera son nom officiel, mesure à Elle peu porte près... son nom? Oui, le nom Mais de c'est Kate. génial, quel honneur. Toutes mes félicitations. La comète mesure entre 6 et 9 kilomètres de large, alors C'est gros. elle endommagera toute notre planète. Pas qu'une seule maison. La planète entière, alors. Et quand ça arrivera, est-ce qu'elle pourrait percuter une maison en particulier qui est sur la côte du New Jersey, celle de mon ex-femme? Et ça m'arrangerait. Qu'est-ce Ça que peut vous se faire, racontez, vous vous et pensez? Shelley? Vous vous entendez à merveille, ça suffit, oui. Écoutez, pour être Non, franc... ça suffit D'accord, maintenant. mais pour Sinon, être je franc, vous j'ai poignarde avec ce stylo entièrement jusqu'à payé ce cette que mort maison. s'en Alors suive. je trouve que Je c'est suis quand même... désolée, mais il est Excusez-moi, affreux. vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair? On est en train d'essayer de vous dire que notre planète est sur le point d'être détruite. D'accord, Eh bien, en fait, c'est notre manière de faire ici. Vous savez, on dédramatise les mauvaises nouvelles. c'est vrai, ça aide à faire passer la pilule, je trouve. Et d'ailleurs, en parlant de pilule, demain, nous allons Ou recevoir... peut-être que la destruction de l'intégralité de notre planète, c'est pas censé être fun. Peut-être même que c'est une information plutôt terrifiante et perturbante. Oh non, s'il te plaît, fais pas ça. Et que toutes les nuits, on devrait pleurer sans arriver à fermer l'œil. Vu qu'on est sûr, à 100% qu'on va tous crever! Extrait tristement célèbre et réaliste de Don't Look Up, déni cosmique, sorti en 2021. Alors y a-t-il, comme dans le film, un déni médiatique? Pourquoi a-t-il fallu attendre des événements climatiques extrêmes pour que les médias s'emparent massivement du sujet? Et lorsque l'écologie entre dans le débat médiatique, pourquoi est-elle si souvent abordée sous l'angle de la polémique, plutôt que sous celui des faits scientifiques? Pour en parler avec nous, Eva Morel, cofondatrice et secrétaire générale de l'association Quota Climat, pour plus de climat dans les médias. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Marine Lamoureux, grand reporter à La Croix l'Hebdo, spécialisée dans les enjeux de transition écologique et sociale et à distance. Claire Nouvion, on a un petit problème de connexion, mais on devrait la récupérer. Figure de l'activisme écologique, fondatrice et directrice générale de l'association de protection des fonds marins Bloom. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. D'abord, votre regard sur la séquence médiatique que nous vivons depuis le mois de mai et le choc de cette première canicule précoce. Est-ce que c'est enfin la bonne manière de traiter le climat ou est-ce que l'on est encore dans la dictature de l'événement, Marine Lamoureux? Moi, je trouve que c'est quand même intéressant de voir que la couverture est large, qu'elle est variée, qu'elle est diverse aussi parce qu'il faut des médias différents qui parlent de là où ils se trouvent avec un pluralisme. C'est vraiment important. Évidemment, quand on suit ces questions depuis une dizaine d'années comme moi, on se dit que ça a un peu tardé de vraiment cette prise de conscience générale des médias sur l'importance de ces sujets, sur le fait que c'est finalement au cœur de toutes nos politiques publiques. Hein, je pense qu'on va en parler pas mal dans l'émission. Bien sûr. C'est pas un sujet à côté, c'est pas une rubrique, l'environnement, en fait. Ça irrigue absolument tous nos modes de vie, ça irrigue les politiques publiques, ça parle de notre rapport au monde, en fait. Et peut-être que c'est ça qui est en train d'être vraiment pris en Une compte. prise de conscience pour vous. Après, je nuancerais quand même en disant que heureusement que les médias se sont pas saisis de ce sujet à l'occasion de cet été terrible. Bien sûr, je trouve qu'en France, depuis la COP21 notamment, depuis 2015, depuis l'accord de Paris, on avait quand même petit à petit une montée en puissance
du traitement de ces sujets écologiques. Donc voilà, la réalité est peut-être un peu plus nuancée. Eva Morel. J'aurais peut-être un regard un petit peu plus négatif sur la situation, mais je pense que c'est Mhm. le rôle de mon association. Nous, on trouve que la couverture de cet été des questions environnementales, elle est extrêmement paradoxale parce qu'on nous invoque souvent le caractère anxiogène, et c'est ce qu'on a pu entendre dans l'extrait de Don't Tout Look à Up, fait. le caractère anxiogène de l'actualité environnementale comme une excuse pour ne pas en parler, puisqu'il ne faudrait pas alarmer le grand public, il ne faudrait pas le paralyser. En revanche, quand l'actualité est au paroxysme de ce caractère anxieux, on la couvre de manière à saturer le traitement médiatique. Pendant l'été, au fur et à mesure des différentes canicules et des feux de forêt qu'on a pu constater, on a eu des pics de couverture à hauteur de quasiment 20% de l'audiovisuel français. Dans la presse, c'était aussi extrêmement saturé. Donc ça veut dire qu'on en parlait énormément. Par contre, quand on regarde de quoi on parlait surtout du constat et du fait que ce soit grave, mais pas des solutions et pas des causes. Et c'est là que finalement le caractère paradoxal est visible, puisqu'en fait on en parle pour constater le désastre, mais pas nécessairement pour donner des clés d'action. Et la deuxième chose qui est assez paradoxale aussi, c'est qu'on pourrait se dire que c'est le moment où on va enfin saisir l'urgence et continuer au long cours à parler de comment est-ce qu'on pourrait s'adapter. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que dès lors que les événements deviennent un petit peu moins urgents, c'est-à-dire dès lors qu'on a une fin de canicule, même s'il y en a une prochaine qui est annoncée dans une semaine, le jour d'après, on a des plus faibles taux de couverture quantitative, c'est-à-dire qu'on va avoir des taux qui passent de 19% à 3%. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément d'apprentissage collectif de ce qu'on devrait faire pour se sortir de la situation. Claire Nouvian, je crois qu'on a récupéré la connexion. Oui, ça y est. Ouf! Vous m'entendez? Alors donc voilà, on fait un premier tour de table. Quel est votre regard sur la séquence médiatique, que nous vivons depuis le mois de mai et donc ces canicules? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on en parle plus, mieux ou est-ce qu'on est encore dans la dictature de l'événement selon vous? Et bien, je pense qu'on est dans les 2. C'est-à-dire que oui, maintenant que la catastrophe nous touche de plein fouet, on voit qu'il y a quand même une, peur partagée. On a ça en partage, hein, maintenant, ça y est, ça va être notre lot commun parce que ça cet exceptionnel va devenir la norme. Et en même temps, évidemment, on est dans la dictature du court terme, comme vous dites, ou de l'événement. Je ne sais plus quelle était Oui, votre c'est ça, de formule, mais l'événement, ouais. oui, on fait du commentaire, c'est normal, hein, l'information a pour, objectif de nous informer. Seulement nous informer de ce qu'il se passe, à la minute près, c'est très bien, mais si on n'agit pas, sur les causes de ce qui est en train de se passer, on va être condamné à ne faire que du commentaire, désespéré, en fait et de cette catastrophe climatique en cours, hein, qui est cet effondrement, en tout cas, de la stabilité de la biosphère qu'on a connu pendant au moins les 12 000 dernières années. Donc, il est important d'équilibrer les plateaux, les discussions médiatiques entre, en effet, l'événement, c'est-à-dire, l'actualité, l'information et en même temps des réflexions sur ce qui nous arrive, sur, le temps qu'on a passé, les décennies, d'alertes qui ont été ignorées et les solutions systémiques. Parce que si on n'applique pas de façon systémique, des solutions, à l'emballement climatique, Et c'est ce qu'on et propose avec notre d'ailleurs, loi voilà, d'urgence j'allais y venir. climatique. J'ai sous Voilà, les yeux c'est effectivement votre appel. vous voyez, en fait, pendant la deuxième canicule, alors que c'était vraiment difficile, alors moi je vis sous les toits, donc la polémique sur justement autour de la vie sous les toits, je vous dis, elle m'a vraiment touchée parce que j'ai dû quitter mon domicile. Ça fait 2 mois que je ne peux pas vivre dans mon appartement, et donc à ce moment-là, c'était la deuxième canicule. Je me suis dit: «Si on continue comme ça, je pense que je vais faire une dépression, en fait, si on n'a pas une discussion globale, collective, sociétale sur la façon d'empêcher que la chose n'empire». C'est-à-dire que la situation est dramatique, elle nous a enfin, on a perdu des proches, hein, je pense qu'on en est Ah oui, tous oui, là, bien sûr. heu, Alors je à je cause des rappelle juste, canicules. hein, Il donc faut bien c'est l'appel des 100 pour une loi d'urgence climatique et la reconnaissance du crime de globicide, hein. Voilà de globocide, c'est ça. globocide, pardon, Alors, globocide. il y a plusieurs choses. C'est qu'on doit, en fait, aujourd'hui, la situation est dramatique, mais ce n'est rien par rapport à ce que nous avons en partage à l'avenir. Ce qui nous est promis, c'est le gouffre. Donc, la situation est déjà dramatique, mais ça ne va faire qu'empirer. Donc, on ne peut pas empêcher la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde,
comme des règlements climatiques, ça va être ce qu'on a en partage. D'où l'importance du Mais rôle ça va des médias. Eva Morel, c'est lors de la campagne présidentielle de 2022 que vous constatez un manque de visibilité médiatique de la crise écologique. À cette époque, vous êtes assistante parlementaire et vous cofondez l'association Quota Climat avec Anne-Lise Vernière et Lola Morel. Mais vous avez besoin de données chiffrées et décidez donc de vous associer à plusieurs autres organisations comme Data for Good ou encore Expertise Climat pour créer l'Observatoire des médias sur l'écologie. En 2023, le sujet n'occupe que 3% de l'espace médiatique. Qu'en est-il aujourd'hui, de manière générale, sans rentrer dans le détail des médias en question, on y viendra après, mais si on devait faire un état des lieux. Alors l'état des lieux quantitatif, il n'a pas drastiquement évolué. On est plutôt sur une stagnation de la couverture au long cours avec des faibles reculs ou avancées. Il y a deux choses marquantes, je dirais, sur l'année. La première, c'est qu'on a vu une division par deux de la couverture médiatique des questions environnementales entre la fin de l'année 2025 et les municipales. Ce qui veut dire qu'au moment où on prend des décisions démocratiques qui nous engagent sur les années à venir, et notamment les municipales, c'est des élections qui font état de discussions sur des leviers locaux comme l'alimentation, la mobilité, la végétalisation, le transport décarboné. On a couvert moins ces sujets au moment du vote. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce que cette information elle soit prescriptrice de programmes davantage ambitieux ou d'une meilleure montée en compétences des élus locaux ou des élus nationaux. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose que je commençais à toucher du doigt tout à l'heure, c'est qu'on a une couverture médiatique extrêmement dépendante de l'actualité chaude, mais de ce qu'on subit plutôt que de ce qu'on anticipe. Et ça, c'est quelque chose qui va à rebours de notre besoin de planifier la transition et de mettre en place des leviers de long terme. Et on constate qu'en fait, on a une actualité médiatique qui suit l'actualité politique plutôt que qui la dicte, ou en tout cas qui l'incite. Et c'est quelque chose qui est extrêmement délétère pour l'action politique et l'action citoyenne. Donc là, en 2025, on est à 4,9% de temps d'antenne, c'est ça, sur les enjeux environnementaux? On est, c'est ça, à 4,9% en moyenne sur l'audiovisuel. C'est un petit peu plus sur la presse écrite. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la presse écrite est moins soumise à l'actualité chaude que l'audiovisuel, qui a des pics de couverture beaucoup plus importants quand il va y avoir des chocs. Mais par contre, au long cours, la presse écrite va couvrir plutôt à hauteur de 6% ces questions environnementales, avec des grosses disparités aussi entre la presse nationale et la presse régionale, où la presse nationale va beaucoup plus couvrir ces sujets que la presse régionale. Ce qui est intéressant en matière de capacité à toucher la population, parce qu'on sait que l'information de proximité, elle est beaucoup plus à même de nous toucher dans notre quotidien, dans nos modes de vie, et nous faire comprendre par X ou Y anecdote ou initiative que c'est quelque chose qui pourrait aussi nous embarquer. Donc voilà, ces disparités, elles sont aussi illustratrices de comment est-ce qu'on pourrait se concerner en tant que citoyen. En préparant cet entretien, vous nous avez dit les médias font aujourd'hui partie des verrous à la transition écologique. Pourquoi, Eva Morel? Qu'est-ce qui bloque? Quand on parle de verrou, on a souvent en tête le verrou politique, le verrou économique, mais souvent le verrou informationnel, il apparaît moins. Nous, ce qu'on a coutume de dire, c'est que l'information, elle est performative. C'est-à-dire que si je parle d'un sujet, si je considère que l'actualité intègre la question environnementale, je vais davantage analyser dans la prise en charge de la dimension politique ou économique et donc inciter les élites notamment à couvrir ces sujets. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les journalistes, parce qu'ils sont plutôt en train de répondre à la manière dont l'actualité et ça apparaît à eux, plutôt que de considérer que l'actualité est malléable et d'intégrer l'environnement dans cette actualité, on considère que finalement, ils participent à cette boucle de rétroaction négative où moins on en parle, et moins on considère que c'est l'actualité, moins on le priorise dans les conférences de rédaction, etc. On a beaucoup de journalistes qui nous disent que quand il s'agit de faire des choix en conférence de rédaction, la question environnementale, souvent, elle peut être dépriorisée par des sujets qui paraissent plus être de l'ordre de la fin du mois plutôt que de la fin du monde. Et finalement, quand les deux se rejoignent, on est démunis. Oui, on peut ajouter en plus des biais aussi sociologiques et puis une concentration des médias de plus en plus inquiétante. Je me tourne vers vous puisque nous avons une journaliste, Marine Lamoureux. Cette émission s'intitule Écologie, angle mort des médias. Pour vous, c'est pas vraiment le cas finalement? Non, moi je trouve que c'est un constat sévère. Après, évidemment, de là où je parle, en presse écrite, dans un journal qui est extrêmement mobilisé sur ces questions, évidemment, je suis peut-être un des contre-exemples, mais on n'est pas les seuls. Heureusement, il y a des grands journaux qui ont des pages planètes, qui font des numéros spéciaux, des numéros solutions. Il y a quand même un gros travail, à mon avis, qui est fait. Alors, évidemment aussi, j'ai peut-être un angle de vue très axé sur la presse écrite, mais je suis souvent ravie de voir que par rapport à il y a encore quelques années, on est capable justement d'anticiper ce que vous disiez, Eva Morel. En fait, on a cette capacité à ne pas seulement suivre l'actualité chaude. Et nous, c'est vraiment à la Croix, c'est
c'est absolument fondamental de réfléchir à ces sujets, à tel point qu'on a décidé en 2025 de s'organiser au niveau de toute la Oui, rédaction. oui, j'allais y venir, vous avez formé tous vos journalistes. Voilà, en fait, l'idée, c'était de se dire, encore une fois, ça peut pas être une rubrique à part. On peut pas avoir 1 ou 2 ou 3 journalistes spécialisés. Il faut absolument que tous les journalistes endossent cette dimension qui est, on l'a vu avec cet été, qui est scientifique, qui est économique, qui est évidemment politique, vous le disiez par rapport aux élections municipales, et les présidentielles arrivent, donc c'est fondamental. Donc on a formé l'ensemble de la Vous vous êtes rédaction. fait aider par 4 experts, hein, climatologues, naturalistes, avocats spécialistes du droit notamment, c'est ça? Oui, on a été jusque-là, c'est-à-dire on s'est fait accompagner par des personnalités extérieures pour qu'elles nous aident à faire mieux, pour qu'elles nous critiquent. Donc, c'est Valérie Masson-Delmotte, la climatologue, c'est Arnaud Gossman, l'avocat spécialisé sur ces questions, Benjamin Allegrini et Cécile Renoir, pour les citer tous. Et c'était extrêmement fructueux, en fait, de pouvoir discuter avec eux toutes les 6 Ça semaines. porte ses fruits? Vous voyez une différence? Oui, ça porte ses fruits parce que toutes les 6 semaines, on se réunit, et donc pas seulement avec les journalistes qui suivent les questions environnementales, mais avec des représentants de tous les services, y compris culture, y compris politique, et on réfléchit ensemble à ce qui va venir, à l'actualité qui vient. Là, évidemment, dans nos prochaines réunions, on va évidemment parler de la manière dont on étaye la population sur la prévention des feux, sur la reconstruction. On va aller regarder aussi si ce qui s'est passé notamment en Gironde, qui est absolument dévastateur, est-ce que ça va donner lieu à des réponses qui seront simplement de court terme, d'adaptation rapide? Est-ce qu'on va replanter des pins? Ou est-ce qu'on va vraiment avoir pris en compte le fait qu'il faut une adaptation de long cours qui nous protège réellement? Et puis, pour rebondir sur ce que disait Claire Nouvian, effectivement, je pense qu'il y a un piège médiatique là qui arrive. Nous, j'espère qu'on va y échapper. Je suis pas inquiète, mais sur certains médias, je pense qu'on va vouloir faire de l'adaptation le sujet unique. Absolument. Il est fondamental, c'est sûr, mais si on ne parle pas d'atténuation, c'est-à-dire de la manière dont on change nos modes de vie pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, pour limiter le réchauffement climatique, on va passer à côté et on va tout le temps courir derrière avec un réchauffement de plus en plus grave qui va nous demander un coût de société de plus en plus élevé. Justement, Claire Nouvian, vous êtes actuellement en Bretagne et vous avez profité de la canicule pour faire un petit coucou sur vos réseaux sociaux à un journaliste cher à votre cœur, Pascal Praud. Dans vos publications, vous revenez sur une séquence qui a fait date. Le 6 mai 2019, vous êtes reçu sur le plateau de CNews et la situation dégénère. On écoute et on en parle juste après. Est-ce que vous diriez que depuis 30 ans, dans le monde, il y a un dérèglement climatique? Oui ou non? Il y a un consensus, effectivement, sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Et vous, vous aimez, vous aimez, comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes. Je n'ai pas fini. Mais c'est rétrograde. Vous êtes dingue. D'accord, vous pouvez m'insulter cet argument. Non, mais c'est pas possible. Mais si vous ne me laissez pas parler, j'arrête. Allez vous cultiver scientifiquement. Non, mais ça va. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Pleurez après, d'ailleurs. Je ne savais pas, c'est un guet-apens climato-sceptique. Alors, en effet, je vais vous écouter. La manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspecte. Alors, on a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire? Et vous, vous êtes en train de prêcher le climato-scepticisme. Vous mettez en cause des... Vous ne voyez pas que vous êtes religieuse, là? Mais ça s'appelle dans de la votre façon science. de vous exprimer. Excusez-moi, Oui. ça fait 25 ans que je travaille avec Non, mais des parce que scientifiques, oui, mais vous pouvez vous tromper depuis 25 25 ans, madame. Mais vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Vous avez une tête qui vous êtes entré vous avez réussi à entrer sur notre studio. Mais en fait, ça vous vous avez une tête qui ne rentre pas dans les studios. Excusez-moi, qui a jugé qui? Je me suis pris folle, je me suis pris hystérique, je me suis pris ridicule. Et Qu'est-ce que c'est que ce tsunami? Un peu d'humilité. Oui, hein, même les scénaristes de Don't Look Up n'auraient peut-être pas pu imaginer une telle séquence. Cette séquence, on peut entendre notamment Pascal Praud et Elisabeth Lévy, donnera lieu à de nombreux signalements auprès de l'ARCOM. Claire Nouvian, votre association Bloom a remporté de belles victoires, notamment l'interdiction du chalutage au-delà de 800 mètres de profondeur dans l'Union européenne, ce qui vous a valu de recevoir en 2008 le prix Goldman, considéré comme le Nobel de l'environnement. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Là, je me dis qu'on n'a pas gagné la victoire contre la bêtise. Oui.
à ce moment-là, en fait, moi, à ce moment-là, évidemment, je connaissais ni CNews ni Pascal Praud parce que je vis dans une bulle avec des livres. Donc, clairement, je suis arrivée dans un Ah, ça guet-apens. vous a fait drôle, oui. Et ah ben oui, ça m'a. En même temps, quand je réécoute ça, à chaque fois, j'avoue, j'en arrive au stade où je ris tellement parce que c'est quand même assez divertissant, faut reconnaître. Bon, en même temps, c'est pathétique parce que le truc, quand j'écoute ça, je me dis, que globalement, on reste bien trop poli et que dans notre camp, on va dire progressiste, humaniste, on est tellement attaché à la rationalité scientifique qu'on reste vraiment toujours parfaitement courtois et en fait, je pense qu'on se trompe de registre, en fait. On est face à des idéologues, propagandistes, complètement outranciers et en fait, on devrait se marrer et les ridiculiser comme eux, ils ridiculisent leurs propres pensées, en fait. Donc bon, globalement, il faut d'abord évidemment boycotter ces chaînes de désinformation qui se font passer pour des chaînes d'information. Et on aimerait évidemment que l'Arcom leur retire le canal hertzien et qu'il y ait des sanctions financières à chaque fois qu'il y a des Mmh. outrances. Mais au-delà de ça, nous, évidemment, on doit absolument boycotter ce genre de plateaux qui sont des guet-apens. Et ça m'est arrivé une fois en 2019, ça ne m'arrivera évidemment plus Eh jamais. oui. Est-ce Euh, que pour vous, c'est mais symptomatique d'un problème, plus large au sein de la profession, au-delà du cas, de cette chaîne en particulier? Oui, parce que là, au moins, l'outrance, elle est, en effet, elle est tellement grosse que bon, c'est visible, ça a donné lieu à cette espèce de passe d'armes complètement délirante et tout. Mais moi, en fait, ce qui m'a le plus parce que du coup, moi, j'étais totalement, décontractée parce que face à ça, à la pause, bon, je leur ai dit: «Vous êtes vraiment, mais complètement ignorants, enfin, à ce stade, c'est dramatique», voilà. Alors que ce qui m'atterre plus, c'est quand des journalistes, dont on penserait qu'ils ont vraiment préparé leur sujet, Mmh. sont quasi au même niveau. Alors pas, ils n'ont pas un agenda idéologique de la même façon, donc ils vont pas aussi loin, mais il n'empêche qu'en termes de méconnaissance scientifique, je suis quand même globalement assez atterrée en effet vers le niveau et donc je suis ravie d'entendre ce que dit Marine Lamoureux par rapport à la formation, mais en réalité, la base du journalisme, c'est quand même de préparer un sujet, enfin, c'est-à-dire de se renseigner, de le préparer, de lire de façon très large autour du sujet pour pouvoir mener une discussion de haut niveau qui, par contre, se met au niveau du fait qu'on n'est pas tous des spécialistes. Donc c'est ça Mmh. le journalisme, c'est de faire en sorte que les discussions puissent emporter tout le monde. Et donc je pense qu'il y a un problème d'impréparation, en effet, Ouais. d'inculture scientifique qui est très problématique. Ouais, et donc là, on en revient aussi, aux moyens, au temps, on a parlé, de la formation et puis de la volonté, éditoriale, et puis il faut les moyens, hein, de faire de l'enquête, ça coûte très cher, il y en a de moins en moins. C'est le problème aussi avec la concentration des médias, et la précarisation générale de la profession. Voilà, je parle aussi là en tant que journaliste. Eva Morel, Quota Climat a gagné 8 saisines déposées auprès, du gendarme de l'audiovisuel français contre des médias, comme CNews ou Sud Radio. Quelle est la particularité, de ces 2 chaînes sur le plan du traitement des questions environnementales? La particularité, c'est qu'ils en parlent pas beaucoup et quand ils en parlent, ils désinforment beaucoup. C'est ceux qui en parlent le moins déjà, c'est les 2 C'est, médias qui parmi ceux qui en parlent le moins, on a aussi Europe 1, enfin voilà, des chaînes, du donc de groupe, la sphère Bolloré Bolloré. aussi, qui en parlent à hauteur de 1 à 2 de temps d'antenne, donc c'est, quelques pourcentages de moins que, la moyenne. Et ce qu'on constate, c'est que moins on en parle, plus on a tendance à désinformer. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus visible dans l'information en continu, ce qui fait écho à plusieurs choses. D'une part, en fait, les journalistes ne sont pas accoutumés à la technique de l'information scientifique. Donc forcément, c'est difficile à manier. Et sans avoir d'agenda idéologique, il y a quand même un sujet de montée en compétences qui est un petit peu plus technique, mais tout comme des sujets économiques, par exemple, hein, que de décrire l'actualité. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi un enjeu de polarisation idéologique autour de la question environnementale. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu un tournant à partir de 2024 où ces 2 chaînes en particulier ont beaucoup associé la question environnementale à un enjeu partisan et un enjeu opposé à des sujets qui leur sont chers, notamment le pouvoir d'achat, la sécurité, etc., de manière complètement infondée, je dirais, sur des faits matériels. Et à partir de là, on a vu un essor de la désinformation qui se matérialise par des taux anormalement élevés de négation scientifique pure, donc de l'existence du changement climatique ou de son origine humaine, mais aussi un détournement de certaines solutions de la transition vers une présentation très idéologique et donc factuellement erronée, comme notamment les énergies renouvelables, qui a été pendant très longtemps une martingale, notamment sur CNews et notamment de Pascal Praud, et notamment la mobilité électrique.
Donc, en termes d'occurrence, on a à peu près un cas toutes les 30 minutes de temps d'antenne de désinformation sur CNews et un cas toutes les 20 minutes sur Sud Radio, d'après nos dernières données. Donc, c'est extrêmement fréquent. Et c'est pour ça qu'on s'attache à saisir de plus en plus fréquemment l'ARCOM sur ces cas de désinformation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARCOM a une pratique décisionnelle, donc la manière dont elle instruit ces cas de désinformation, qui est assez conservatrice par rapport à l'état de la connaissance scientifique, mais c'est celle qui intervient le plus en Europe sur les cas de désinformation, ce qui nous a permis d'avoir la première sanction financière à hauteur de 20 000 € contre un cas de désinformation climatique qui n'avait pas été contredit sur le plateau de CNews. Et ça, c'est un précédent juridique qui a été confirmé par le Conseil d'État, sur lequel on souhaite progressivement avancer, donc avoir des sanctions qui soient plus élevées en termes financiers, mais aussi qui élargissent le champ de ce qu'on considère être de la désinformation climatique, pour se dire que finalement, nier que certaines solutions qui sont établies sans équivoque par les rapports du GIEC ne sont pas efficaces, peut-être que ça pourrait aussi être considéré comme de la désinformation. Est-ce qu'il y a une vraie différence avec les médias du service public? Il y a une vraie différence. D'après les rapports de l'Observatoire des médias sur l'écologie, on constate que le service public, sur tous les indicateurs, est le plus performant. Donc, couverture des enjeux environnementaux qui peut être 2 fois plus élevée, couverture des sujets qui augmentent pendant des événements climatiques, comme par exemple les conférences internationales sur le climat, où on va constater qu'il y a un vrai effort éditorial de mise à l'agenda du sujet. Il y a certains médias, il faut savoir, qui en parlent moins pendant les COP. Donc, c'est-à-dire que c'est sciemment un effort d'invisibilisation de la question environnementale pendant le moment où se prennent des décisions politiques. Et ensuite, sur les questions de désinformation, c'est assez évident. On a beaucoup plus de cas sur les médias privés que sur les médias publics, à un indicateur qui est encore plus accablant, qui est que les cas de mésinformation, on fait la distinction entre des cas de mésinformation et des narratifs de désinformation, pour dire qu'un cas individuellement peut ne pas être intentionnel, mais que des narratifs récurrents, répétés le sont sûrement. Mais en termes de cas de mésinformation, ils sont à plus de 50% prononcés par des journalistes et des membres de la rédaction. A contrario, dans le public, c'est 92% des cas qui sont prononcés par des invités, qui soient politiques ou économiques. Donc on a une intentionnalité et une provenance de la désinformation qui est très différente. J'aimerais vous entendre toutes les trois sur cette question. Pourquoi l'écologie est-elle si souvent abordée sous l'angle de la polémique, de l'affrontement politique ou de la responsabilité individuelle, Claire Nouvian? Parce que le cadrage est fait par ceux qui tiennent les médias d'un point de vue capitalistique, c'est-à-dire en majorité des individus qui ont un intérêt financier à ne pas changer de modèle et à garder le statu quo de notre modèle économique actuel, qui est basé sur l'extraction des énergies fossiles. Ils ont des actions, en gros, chez Total Energy, ExxonMobil, etc. C'est-à-dire ceux qui sont les forces climaticides, les vraies forces de criminalité écologique aujourd'hui. Donc voilà la structure de Donc notre pour vous, ça vient d'en haut. économie. Ah, mais c'est évident. Et c'est pour ça qu'il y a même structurellement, dans le cadrage de ces médias qui sont orientés, en réalité, une obsession sur les questions d'identité et de sécurité, parce que ça permet à la population d'être entraînée tous les jours à penser que ce sont les migrants qui sont la cause de nos vrais grands problèmes dans la vie, économiques et autres, alors que non, les écoterroristes, ce sont ceux qui sèment la terreur écologique, c'est-à-dire le capital extractiviste tel qu'il est structuré aujourd'hui autour de forces comme Total Energy, qui continuent l'expansion des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'ils sont sciemment, consciemment, dans toute parfaite connaissance, pour le coup scientifique, de la cause, en train d'ouvrir les portes de l'enfer pour l'ensemble de la biosphère. Et voilà Marine comment Lamoureux. un cadrage médiatique qui est raté va nous permettre d'avoir une espèce de consensus qui se fait autour de questions d'identité, de sécurité et de racisme, quoi. Marine Lamoureux, pour vous? Je suis assez d'accord sur ce constat. Peut-être que je peux apporter une autre dimension, là, qui concerne peut-être plus les rédactions elles-mêmes. C'est qu'on a pâti quand même pendant un certain temps du fait que, comme ce sont des sujets qui sont très idéologisés. Donc concrètement associés à la gauche, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc forcément, quand on défendait des sujets écologie, on était taxé d'un certain militantisme, de forcément vouloir servir la gauche, et puis des sujets un peu bobos, et puis des sujets qui concernent pas la vraie France, et puis qui sont pas très sérieux finalement par rapport au marché, par rapport aux grands sujets régaliens. Ça, franchement, je pense que ça bouge. Enfin, à la croix, c'est une évidence. Oui. On n'est pas du tout là. Mais c'est vrai que ça a duré longtemps. Et il y a vraiment, je pense, une responsabilité des journalistes, là, pour le coup, à être très au clair sur le fait qu'on est journaliste,
on n'est pas des militants de la cause. Les militants doivent être là, le travail de Bloom est fondamental, mais chacun son rôle. Pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, on défend le corpus scientifique, évidemment qu'il y a des consensus qui ne peuvent pas être mis en question. En revanche, dans le comment on transforme notre société, c'est vraiment important d'être à l'écoute de ce qui se passe, des questions d'acceptabilité. On discutait avant l'émission avec Eva de la question des éoliennes, par exemple. Évidemment, il faut relayer le fait qu'on a absolument besoin des renouvelables. Le GIEC c'est évidemment absolument clair sur le fait qu'il faut que drastiquement les énergies fossiles baissent, le pétrole, le gaz et le charbon. En revanche, si on s'en tient juste à un discours sur le fait que les éoliennes, c'est une énergie dont on a besoin, et donc on ne s'intéresse pas à où est-ce qu'elles sont installées, qu'en pensent les habitants, parce que pour avoir fait pas mal de terrain sur ces questions, on risque de créer une espèce de fermeture d'un certain pan de la population, et on risque d'être dans une forme d'entre-soi, de ne parler toujours qu'aux mêmes. Alors, c'est pas notre rôle de journaliste. Convaincu. Oui. Voilà. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit aussi attentif à ça. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'on n'est pas engagé sur les questions écologiques, mais ça veut dire qu'on est à l'écoute de la société et qu'on remet les choses en perspective. Ce qui n'est pas toujours fait. Eva Morel, pour vous, cette polarisation, est-ce que c'est un problème? Est-ce que, par exemple, des journalistes vous font remonter ce problème-là? Oui, c'est un problème parce que je pense qu'il y a un certain nombre de journalistes qui internalisent la critique et qui, à mesure qu'on leur affiche une image de militant quand ils traitent les questions environnementales, commencent à se dire que peut-être, en effet, ils auraient adopté une ligne trop militante par le passé, qui conviendrait d'adoucir un petit peu. Ça met en cause des angles qui sont adoptés, des angles qui sont un peu plus long-termistes et qui se détachent de l'actualité, de l'information en continu, qui rabâchent les mêmes messages constamment. Et je pense que l'internalisation de la critique, c'est peut-être ce qui peut ralentir les rédactions qui n'ont pas du tout opéré une mue écologique jusqu'à présent. En fait, on a eu en 2022 un grand mouvement de plans de formation dans les rédactions et je pense que la Croix est assez exemplaire dans la capacité à perpétuer ce mouvement dans le temps. Mais en réalité, beaucoup de rédactions ont arrêté les formations aux enjeux environnementaux depuis. Il n'y avait pas de métrique de suivi et d'évaluation de l'efficacité de ces plans de formation. Ce qui fait qu'on se retrouve en 2026 avec beaucoup de formations environnementales qui ont été substituées par des formations aux enjeux de l'intelligence artificielle, qui est quelque chose qui secoue beaucoup la profession, mais qui fait qu'en fait, on se forme moins aux questions qui pourtant progressent dans l'actualité. Et j'aimerais aussi ajouter une autre dimension qui est le sujet de la déontologie, c'est-à-dire les critères éthiques de production de l'information. Aujourd'hui, on sait que quand on est journaliste et qu'on a une carte de presse, on est supposé respecter la charte de Munich avec les droits et les devoirs des journalistes. C'est quelque chose qui est historiquement autorégulé, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autorité qui force les journalistes à être garants de cette déontologie. Mais par contre, il y a un contrat tacite avec la population qui est que les journalistes sont supposés produire l'information dans ce cadre. S'ils ne le font pas, il y a une perte de confiance. Et la perte de confiance, c'est quelque chose que redoute beaucoup la profession journalistique aujourd'hui parce que les gens se détachent progressivement de l'actualité ou des médias traditionnels pour aller vers plus les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de dire que la question de la couverture des questions environnementales est profondément une question de déontologie journalistique. C'est-à-dire que faire appel au contradictoire, faire de la transversalité, se former, dire la vérité, c'est quelque chose qui est en fait commun à la profession. À partir du moment où on rogne sur ce contrat tacite, on perd la confiance de la population et on fait en sorte qu'ils s'informent moins. Moins s'informer, c'est dangereux, c'est aussi une perte de droits citoyens. Donc je pense que c'est ça qui est très dangereux aujourd'hui. Et je vais prendre un exemple peut-être du Figaro Magazine qui a récemment fait une une sur les écolos, alors je ne sais plus comment ils étaient, les écolos alarmistes, et dans lequel, dans un dossier de plusieurs pages, il n'y avait que deux personnes qui avaient été interrogées, deux anciens ministres, François de Rugy et Agnès Buzyn, qui ont témoigné de l'apparente perte de crédibilité de trois grandes figures de l'écologie en France, que sont Hugo Clément, Marine Tondelier et Jean-Marc Jancovici. Ce n'est pas un dossier qui répond à la norme journalistique de la déontologie. Pour la raison du contradictoire, pour la raison de dire la vérité, il y avait beaucoup de contre-vérité dans ce dossier. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de mal, d'une part, à l'écologie, mais aussi plus largement à la profession de journaliste. Et oui, et selon le dernier rapport Ipsos concernant les préoccupations des Français, ça revient, on arrive à ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'inflation, la criminalité, la pauvreté, les flux migratoires, les impôts et la santé arrivent en tête cette année. Le changement climatique ne se classe qu'à la 7e position, avec une hausse de 5 points de mai à juin, soit de 14 à 19%, actualité canicule
oblige. Face à ce constat, ça serait bien qu'on aborde les solutions ou du moins des pistes de réflexion. Dans vos domaines respectifs, vous mettez en avant l'importance de donner envie d'écologie, de créer du désir. Dans les rédactions, c'est ce que l'on appelle un sujet sexy. Marine Lamoureux, comment est-ce que vous l'appliquez au quotidien? Quels sont les angles que vous allez privilégier pour toucher vos lecteurs? Mais justement, tout ce que vous listez là sur Mm. ce qui intéresse les Français, tout est lié à l'écologie. C'est ça qui me frappe, moi. C'est qu'on peut tout à fait parler de pouvoir d'achat en parlant d'écologie. Et même, il faut le faire. Parce qu'on sait très bien que les conséquences du réchauffement climatique, le fait que la biodiversité s'effondre, le fait que le prix de l'essence ne va cesser d'augmenter avec les enjeux géopolitiques, eh ben, c'est des enjeux de pouvoir d'achat. Donc, on peut tout à fait intéresser et aller toucher les populations sur ces sujets-là en faisant de l'écologie. C'est pareil sur la santé, en fait. Il y a énormément de sujets qui concernent la santé quotidienne des Français. On a vu le succès de la pétition contre la loi du plomb. C'est pas un hasard, en fait. Les gens veulent savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Les gens veulent se dire qu'ils boivent de l'eau sans se mettre en danger. Donc, et puis, enfin, pour décliner ça à l'infini. Oui, oui. Non, c'est faire comprendre que c'est concernant. C'est un sujet. Ce terme concernant, on l'entend beaucoup dans les rédactions. Oui, Un mais sujet est c'est concernant ou concret, pas. je veux dire. C'est Très la concret. manière dont on va mettre des pesticides dans les champs. Donc, ça veut dire quelle agriculture on développe. C'est qu'est-ce qu'on met comme produit ultra transformé dans les rayons des supermarchés. Donc, le pouvoir de la distribution. C'est la question de l'organisation des réseaux d'eau. Donc, en fait, tous ces sujets qui, je pense, passionnent les Français, Oui, en oui, fait, oui. ce sont des sujets Et ça écologiques. rejoint Claire Nouvian. Pour vous, d'ailleurs, il faudrait arrêter d'utiliser le mot écologie parce qu'en fait, il s'agit de nos vies. Oui, en fait, tous ces sujets, comme le dit Marine Lamoureux, mais en fait, tout ça, ça n'a plus vraiment de sens de continuer à isoler l'écologie. Exactement. En réalité, on est des êtres vivants et il se trouve que le changement climatique est en train de redistribuer les cartes de l'ensemble des équilibres écosystémiques et on parle de transformation chimique, de la composition de l'atmosphère. Donc, en fait, on ne va pas y couper. C'est en train de détruire l'économie. Vous vous souvenez, Adrien Bilal, l'économiste, qui dit que d'ici la fin du siècle, il y a vraiment la moitié du PIB au niveau mondial qui va être détruite par le changement climatique. Bon, en fait, ça va tout changer. Donc, il suffisait de lire les rapports du GIEC depuis des dizaines d'années, d'ailleurs, pour se rendre compte que, en fait, on lit et on voit que ça augmente. Comme ça fait chuter les rendements agricoles, on entre dans des crises alimentaires mondiales. Donc, ça génère des conflits armés. Donc, on parle de la paix. En fait, on parle de simplement le maintien de la paix sur Terre, etc. Donc, je pense que les journalistes, ça va faire comme ceux qui ont inventé les réseaux sociaux, comme la génération 68, etc., qui finit par un jour, et finira peut-être pour les journalistes en l'occurrence, par s'excuser en disant en fait, on a notre responsabilité, on n'a pas joué notre rôle au bon moment, au moment où en fait il était encore possible de changer complètement et de créer du consensus sociétal autour de la sobriété, autour des politiques en effet d'atténuation, parce qu'on n'a pas le choix que de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et Mais ça, malgré c'est ça, un indispensable. Claire Nouvian, vous gardez quand même un peu espoir. Vous continuez à vous battre quand même, hein. En fait, la question de l'espoir, pour moi, elle a été réglée. Alors déjà, elle est réglée de façon intime depuis longtemps. C'est pas le sujet. Et une étude norvégienne a montré que la colère est 7 fois plus Colère génératrice saine. d'action et d'activisme et de mobilisation que l'espoir. En fait, je pense que l'espoir est la question de toujours mettre ça en question d'espoir. Et même, Mhm. c'est vraiment une façon assez habile de nous endormir et nous empêcher finalement d'avoir peur. Et je pense que le problème, c'est pas on manque d'espoir, c'est qu'on manque de peur en fait. Et je pense que cet été aura peut-être fait un grand changement par rapport à la peur dans nos chairs, dans nos corps, de ce que ça veut dire de vivre dans un monde déréglé. Et ce n'est que le début, puisque le pire reste à venir. C'est pour ça que moi, je milite vraiment pour qu'on signe non seulement notre pétition pour une loi d'urgence une loi d'urgence climatique sur le site de Bloom, mais aussi la pétition de Quota Climat pour qu'on parle des sujets climatiques, parce que Eva en parlera mieux que moi, mais je pense qu'il y a encore cette pétition pour qu'on parle de ces sujets dans la présidentielle. On a 2 pétitions à signer cet été, et c'est notre façon d'agir en tant que citoyen, Eh bien, pour qu'on oui. on a encore la Le, possibilité d'agir. le Voilà. message est passé à suivre donc, et ce sera le mot de la fin. Merci Claire Nouvian, fondatrice et directrice générale de l'association de protection des fonds marins Bloom. Merci Eva Morel, cofondatrice et secrétaire générale de l'association Quota Climat. Et merci Marine Lamoureux, grand reporter à La Croix l'Hebdo, spécialisée dans les enjeux de transition écologique et sociale. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour une émission consacrée à la percée des progressistes au sein des démocrates américains.